Et si cette douleur tenace dans la nuque, tu sais, cette tension que les massages ou même les antidouleurs n'arrivent jamais à soulager, et si c'était en réalité qu'une larme, une larme qui a été bloquée il y a des mois? C'est vrai que dit comme ça semble presque poétique. Ouais, totalement. Mais en fait, c'est une hypothèse qui repose sur une mécanique biologique redoutablement concrète. Aujourd'hui, notre exploration plonge vraiment au cœur d'un document qui est hyper riche, intitulé Ne jamais pleurer. Un texte fascinant, hein. Et la mission de cette session, c'est de déconstruire ce mythe. Le mythe très tenace qui voudrait que retenir ses larmes, ce soit une preuve ultime de résilience ou de force de caractère. Alors que c'est tout l'inverse en réalité. Exactement. En analysant de sources, on va vraiment disséquer comment ce blocage transforme nos émotions en une véritable prison. Une prison physique et mentale bien réelle. Je suis ravie d'aborder ça avec toi aujourd'hui. Je suis ravi aussi. Et je pense que le postulat de départ qu'il faut poser tout de suite, c'est que l'émotion originelle n'est pas l'ennemi. C'est ça, la tristesse, la colère, le sentiment d'injustice, ce sont des réponses physiologiques qui sont complètement adaptatives. Exactement. La véritable source de la souffrance chronique, ce qui crée vraiment les dégâts profonds qu'on voit dans la documentation, c'est l'interdiction de sortir en fait. L'interdiction de ressentir. Plutôt l'interdiction de l'exprimer. C'est l'étincelle qui déclenche un vrai incendie interne, mais un incendie invisible. Ouais, c'est un cliché qui est profondément ancré, hein. Pleurer, c'est un aveu de faiblesse, c'est perdre le contrôle, enfin bref. Pourtant, la première chose qui ressort vraiment de notre analyse, c'est que l'absence de larmes ne signifie absolument pas une absence de ressenti. Ah bah c'est même souvent l'inverse. C'est fou ça. Oui, l'absence de larmes indique en fait une rétention active. Et pour bien saisir l'impact de ce phénomène, il faut absolument examiner la fonction biologique des larmes. Donc revenir à la pure biologie. Voilà. On doit sortir du prisme social ou culturel, tu vois, pour revenir à la physiologie de base. Pleurer, c'est un mécanisme fondamental de régulation du système nerveux. Bon, alors décortiquons ça, parce que on a souvent tendance à séparer un peu le mental du physique, non? On se dit genre, je suis triste, bon, c'est dans ma tête. Sauf que le corps entier se mobilise. Voilà. Lorsqu'une émotion intense survient, que ce soit un sentiment d'impuissance, une grosse surcharge cognitive, ou même une honte fulgurante, le corps se met en action. C'est pas qu'une idée abstraite, c'est un événement physiologique majeur. Ah bah tout commence dans le cerveau en fait, au niveau de l'amygdale. C'est elle qui détecte une menace ou une surcharge. Et là, immédiatement, le système nerveux sympathique s'active. Le fameux mode combat ou fuite, c'est ça. Exactement, la fameuse réponse de survie. À cet instant précis, les glandes surrénales libèrent un cocktail hyper puissant d'hormones de stress. Du cortisol, j'imagine. Du cortisol, ouais, et de l'adrénaline, massivement. Le rythme cardiaque s'accélère, la respiration devient très superficielle et le sang afflue vers les muscles périphériques. En gros, le corps se prépare à une action physique intense. Alors, je comprends bien la mécanique si, pour échapper à un prédateur, par exemple. Mais si la menace, c'est pas un tigre, tu vois, si c'est juste une critique injuste au bureau ou la perte d'un proche, le corps réagit vraiment exactement de la même manière. Totalement. C'est ça qui est dingue. Le système nerveux autonome ne fait pas la différence entre un danger physique de mort et une douleur psychologique accablante. L'activation chimique est la même. Identique. Et c'est là que les larmes émotionnelles entrent en jeu. Ces larmes-là, elles sont uniques. Unique par rapport aux larmes normales, genre quand on coupe un oignon. Exact. La biochimie montre que les larmes émotionnelles ne sont pas composées juste d'eau et de sel, comme les larmes réflexes qui nettoient l'œil. Elles contiennent des hormones de stress. Attends, vraiment. Oui, elles contiennent notamment l'hormone adrénocorticotrope, ce qu'on appelle l'ACTH, et aussi de la leucine encéphaline. C'est quoi ça, là, le signe machin? La leucine encéphaline, c'est un analgésique naturel. Waouh, c'est un point hyper fondamental, ça. Pleurer, c'est donc littéralement excréter, évacuer physiquement le stress hors du corps, en fait. C'est exactement ça. C'est le signal de fin d'alerte. Les larmes activent le système nerveux parasympathique. Celui qui calme. C'est ça, celui responsable du repos et de la digestion. C'est un peu la soupape de sécurité qui vient dire au corps « c'est bon, le pic est passé, on peut relâcher les muscles et on arrête de pomper du cortisol ». Il y a une analogie super frappante dans nos sources à ce sujet. On compare le fait de retenir ses larmes au fait de retenir un éternuement en permanence. Ah ouais, c'est une excellente image. C'est ça. Parce qu'un éternuement, c'est une pression qui monte, qui est exigée par le système nerveux et qui nécessite une espèce d'explosion physique pour retrouver l'équilibre. Sauf que, à la différence d'un éternuement qu'on finit un peu par oublier, l'émotion bloquée, elle ne s'évapore pas du tout. Elle reste coincée. Si on bloque la production de larmes, ce signal de fin d'alerte n'est jamais envoyé. Donc le système nerveux reste figé en mode survie. Mais alors, attends, je vais me faire un peu l'avocate du diable ici. Si on suit cette logique jusqu'au bout,
il faudrait s'effondrer en larmes au beau milieu de l'open space ou au supermarché dès qu'on se sent submergé. Enfin, le système nerveux ne fait pas la différence entre une suppression temporaire pour des raisons sociales et un blocage chronique. C'est une excellente question, et c'est une distinction super importante à faire. La suppression temporaire, elle fait appel aux fonctions exécutives de notre cortex préfrontal. Donc c'est conscient. Voilà. C'est la capacité de dire « je ressens cette émotion, mais là, l'environnement n'est pas sûr pour l'exprimer, donc je la mets en attente ». Ça, c'est sain, et c'est totalement adaptatif. C'est de la survie en société, quoi. Exactement. Le problème, il survient vraiment quand cette salle d'attente devient une chambre forte dont on a complètement soudé la porte. Ce que la recherche observe, c'est vraiment l'incapacité chronique à terminer le cycle émotionnel, même quand l'environnement redevient sûr. Donc si je comprends bien, techniquement parlant, si la porte reste fermée, on force notre propre corps à baigner dans un cocktail, un niveau de cortisol et d'adrénaline bien trop élevé indéfiniment. C'est tout à fait ça. Et la grande question, c'est que devient toute cette chimie? Elle reste pas sagement dans le sang à ne rien faire, j'imagine. Non. En effet, elle se métamorphose. Parce que le système sympathique maintient le corps en état d'alerte constant. Et comment le corps se protège d'une menace perçue? En se tendant? En contractant les muscles, voilà. Et c'est là qu'on commence à observer des symptômes physiques très concrets. C'est là que ça devient vraiment fascinant, je trouve. Et ces symptômes, en lisant les sources, j'ai vu qu'ils sont hyper spécifiques. On mentionne tout le temps la mâchoire qui se crispe, des tensions dans la nuque, le ventre noué. Mais pourquoi ces zones-là en particulier? Quel est le lien anatomique entre, disons, une tristesse refoulée et mes cervicales? Eh bien, c'est purement évolutif. Face à une menace, les muscles de la mâchoire se contractent pour protéger le visage, ou même pour mordre en fait. Ah ouais, carrément. C'est le muscle masséter qui s'active. Ensuite, le cou, les épaules, les trapèzes, ils se tendent pour protéger les artères vitales de la gorge et la colonne vertébrale. C'est littéralement une armure musculaire. Et pour le ventre? Pour le ventre, c'est le système sympathique qui dévie le sang du système digestif pour l'envoyer vers les muscles des bras et des jambes, pour fuir. Donc la digestion s'arrête, ce qui crée cette fameuse sensation de nœud ou de crampe à l'estomac. C'est vertigineux de réaliser ça. Je veux dire, on peut passer des années chez un kiné, persuadé d'avoir une mauvaise posture devant l'ordinateur à cause du boulot, alors qu'en réalité, ce muscle contracté, il est alimenté en permanence par notre propre cerveau qui croit qu'il faut se protéger d'une agression psychologique non résolue. C'est fou, hein? L'émotion porte un masque physique. C'est des larmes déguisées en mal de dos, en fait. Que peut aussi être psychologique. C'est ça qui est insidieux. L'un des effets secondaires les plus courants de cette charge chronique, c'est l'irritabilité constante, ou une impatience complètement exacerbée. Ah oui, cette sensation d'être tout le temps à cran. Je pense que n'importe qui nous écoute voit exactement de quoi on parle. La moindre remarque anodine ou le moindre retard d'un train, et boum, c'est l'explosion. Et c'est normal, parce que le système intérieur est déjà à 99% de sa capacité. Une émotion normale, même toute petite, elle n'a plus la place d'être traitée, et le cerveau fatigué perd toute flexibilité cognitive. Mais le plus troublant dans l'évolution de ce blocage, d'après les documents, c'est quand on arrive à l'extrême inverse. C'est-à-dire, on passe de l'hypersensibilité à une espèce d'anesthésie émotionnelle totale. Le texte introduit le terme d'alexithymie. Oui, la lexithymie, un concept clinique majeur. C'est la difficulté, voire vraiment l'incapacité à identifier et à exprimer ce qu'on ressent. Mais comment on en arrive là? Est-ce que le cerveau coupe littéralement les câbles? En termes de neuroplasticité, on peut dire que oui, d'une certaine manière. Le cerveau est un optimisateur. S'il perçoit que d'identifier une émotion, ça mène systématiquement à une impasse douloureuse, à une interdiction de la décharger, il va progressivement diminuer l'activité des zones neuronales qui gèrent cette conscience interne. Pour se protéger. Exactement. On se retrouve avec une sensation de tension globale, tu vois, une oppression dans la poitrine, mais avec aucune capacité de mettre un mot dessus. La personne ne sait plus si elle est triste, en colère ou juste épuisée. C'est hyper visuel. C'est un peu comme si, sur le tableau de bord d'une voiture, le voyant moteur s'allumait en rouge clignotant, et au lieu de chercher la panne, on mettait juste un gros morceau de scotch noir dessus pour plus le voir. C'est une excellente métaphore. Le moteur continue de surchauffer, mais nous, on a juste supprimé l'information. Et la surchauffe mène inévitablement à la panne. Ce qui nous amène à la vraie question de fond. Pourquoi on place ce bout de scotch? D'où vient cette interdiction qui est si destructrice? Ouais, alors là, on entre dans la mécanique de la censure interne.
La frustration, elle apparaît au moment précis où, et d'ailleurs c'est une citation très juste de nos recherches, quelque chose veut s'exprimer mais n'en a pas le droit. Et cette interdiction, elle tombe pas du ciel. Non, elle est souvent programmée hyper tôt. Si pleurer a été associé souvent, depuis l'enfance d'ailleurs, à la faiblesse, au danger ou à la honte, Les facteurs de conditionnement sont massifs dans notre société. L'association des larmes à la perte de contrôle, c'est partout. Les injonctions comme « sois fort »,« arrête de pleurer pour rien » ou « ravale tes larmes ». Le cerveau en développement les intègre comme des règles absolues de survie sociale. le problème c'est que ces règles de survie sociale créent un conflit frontal avec notre propre biologie. Je veux dire, si mon corps sécrète de l'ACTH pour évacuer le stress, mais que mon conditionnement m'interdit de pleurer, je suis prise au piège. Et c'est ça qui installe le fameux cercle silencieux et toxique dont parlent nos sources. C'est un cycle vicieux, un piège redoutable parce qu'il s'auto-alimente. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie concrètement? On peut décomposer ce cycle étape par étape. Bien sûr. Tout commence par le déclencheur. Une émotion forte arrive, boum, le système sympathique s'allume. Mais immédiatement, le filtre cognitif s'interpose et dit « danger social ». Interdiction de pleurer. Donc il y a un effort actif de suppression. Et cet effort actif, il consomme une énergie cognitive énorme. Je lisais une autre comparaison, c'est l'équivalent de maintenir un gros ballon rempli d'air sous la surface de l'eau. Ça demande une tension musculaire et une concentration de chaque instant. Exactement. Et cette tension constante génère une immense frustration. La charge émotionnelle, comme elle ne peut pas sortir par la porte principale, elle cherche une autre issue. Elle se transforme en colère, en irritabilité envers les proches, ou alors en retrait social très sévère. Et c'est là que le cycle devient toxique en fait. Parce que cette irritabilité, on en a souvent conscience, on s'en veut d'avoir craqué contre un collègue ou un proche pour une broutille, et nos sources le soulignent bien, la culpabilité et l'incompréhension face à notre propre comportement entrent en jeu. Et d'après toi, que se passe-t-il au niveau biologique quand on ressent une forte culpabilité ou de la honte? L'amygdale s'active à nouveau, c'est une nouvelle émotion forte sur un terrain déjà miné. Précisément. Une nouvelle vague de cortisol est libérée qui va se heurter à la même interdiction de pleurer, ce qui nécessite encore plus d'énergie pour être supprimé et génère encore plus de tension. C'est fou. C'est comme le principe des intérêts composés sur une dette financière, mais appliqué à notre système nerveux. On paye le stress d'une émotion avec un nouveau stress lié à la culpabilité de l'avoir mal géré. Et la pression interne finit par devenir totalement insupportable. C'est le mot. Insupportable. Si on relie ça à une vision plus globale, c'est ce qui explique cette fatigue mentale très lourde, ce brouillard cognitif qui accompagne la rétention émotionnelle. Maintenir la porte du coffre-fort fermée, c'est l'une des choses les plus épuisantes pour le corps humain. L'épuisement dont souffrent tant de personnes aujourd'hui, ça vient peut-être pas que de l'accumulation des tâches au boulot, mais de cette accumulation d'énergie de rétention. Alors la grande question, c'est comment on en sort? Si la suppression, c'est une dette physiologique, comment on solde les comptes? Eh bien, l'anatomie du soulagement est tout aussi bien documentée que celle du blocage. Que se passe-t-il dans le corps, très concrètement, quand le barrage cède enfin, quand on autorise le cycle à s'achever? Quand la personne s'autorise à laisser sortir les larmes sincères, il y a un basculement neurochimique majeur. Le système parasympathique prend le relais massivement. D'accord. Le nerf vague est stimulé. Et ça libère de l'acétylcholine, ce qui ralentit immédiatement le rythme cardiaque. La respiration, qui était saccadée au début des pleurs, finit par s'allonger, s'approfondir. C'est comme un grand soupir intérieur. Et sur le plan musculaire, j'imagine c'est l'effondrement de l'armure, le masséter se relâche, les trapèzes redescendent. Exact. C'est pour ça qu'on se sent littéralement plus léger physiquement après avoir pleuré. Le poids disparaît. Oui, et en plus de cette relaxation des muscles, le cerveau va libérer des endorphines et de l'ocytocine en grande quantité. C'est ça qui provoque cette sensation de clarté, ce calme presque cotonneux après une crise de larmes. Ce n'est pas magique, c'est juste le corps qui a terminé son cycle. Les sources décrivent souvent ça comme l'impression d'avoir laissé passer la vague. C'est une clarté émotionnelle retrouvée. Et c'est logique, si on retire le brouillard du cortisol, le cerveau peut analyser la situation calmement. Cela soulève une question hyper importante sur notre gestion quotidienne du bien-être. L'objectif physiologique d'un système nerveux sain, c'est pas d'éviter la vague émotionnelle à tout prix. C'est d'avoir la résilience de la laisser monter, de l'accompagner jusqu'au bout et de la laisser se retirer. Ce qui demande forcément d'accepter une part de vulnérabilité. Il faut accepter de perdre le contrôle quelques minutes pour laisser le corps faire son nettoyage chimique. C'est une fatigue très différente de la fatigue de rétention d'ailleurs.
Ah oui, les sources font bien la distinction entre les deux types de fatigue. La fatigue du blocage, c'est une fatigue de tension constante. On se réveille épuisé parce que le système nerveux était en alerte toute la nuit. Mais la fatigue après des pleurs, c'est une fatigue saine. C'est la fatigue d'un marathonien qui a passé la ligne d'arrivée. Le corps peut enfin s'engager dans un vrai sommeil réparateur. Gérer ses émotions, ce n'est donc absolument pas les verrouiller. Quand on met toutes ces pièces du puzzle ensemble, ça donne vraiment une perspective différente sur nos réactions au quotidien. Ça permet de déstigmatiser une grande partie de la souffrance invisible. On passe d'un jugement moral, genre je suis trop stressé, je suis faible, à une écoute biologique. Quelle est la boucle que mon corps cherche à fermer? C'est un outil super puissant pour notre propre santé mentale et physique. Observer sa mâchoire serrée, noter une impatience soudaine et se demander s'il n'y a pas une émotion bloquée qui signale sa présence. C'est redonner le droit de citer à notre biologie. Exactement. Rendre au corps son intelligence régulatrice naturelle. Pour clore cette analyse, c'est intéressant de regarder un peu le tableau dans son ensemble. On évolue tous dans un environnement moderne hyper stimulant. La charge mentale, le stress économique, la surcharge d'informations, tout active notre système sympathique en permanence. On est bombardé de déclencheurs. Et paradoxalement, cette même société moderne continue de valoriser le stoïcisme. L'apparence d'un contrôle total, l'absence de débordement émotionnel. C'est la contradiction la plus dangereuse que nos sources mettent en lumière. Oui, et je trouve que ça laisse place à une réflexion vraiment vertigineuse pour terminer. Si retenir ses larmes, c'est l'équivalent de retenir un éternuement en permanence, et que ça provoque de l'irritabilité, de l'épuisement, vivons-nous vraiment dans un monde où la majorité des gens souffrent des défis de la vie, ou bien est-ce qu'on souffre avant tout du refus collectif de laisser passer la vague? C'est une excellente question. Si une grande partie de la colère ambiante n'est que de la tristesse déguisée, ça change tout. Et à quoi ressemblerait notre monde si on arrêtait collectivement de retenir cet éternuement émotionnel? Si ce rééquilibrage chimique était juste accepté pour ce qu'il est? C'est une réflexion ouverte qu'on laisse à chacun. C'est toujours fascinant de voir à quel point la mécanique de nos cellules influence nos comportements globaux. Merci d'avoir partagé cette exploration avec moi et merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans nos sources.